Salut la team, comment vous allez? J'espère que vous pétez la forme. Chez moi, ça va très bien. Je suis ravi de vous revoir à nouveau sur DMC pour une toute nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer, je tiens à souhaiter à tout un chacun une très bonne et heureuse année 2025, que cette année soit pleine d'accomplissements et de réalisations. Et je tiens aussi à m'excuser au passage pour cette longue absence. Cela fera bientôt un mois que vous n'avez pas eu de mes nouvelles. Je tiens à vous rassurer, cette année 2025 sera pas comme 2024. J'ai pris des mesures en fait pour éviter mes absences. Alors, j'espère aussi que cette vidéo vraiment va vous convenir car je vais essayer un tout nouveau format de vidéo et j'espère vraiment que cela va vraiment vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour le dire. À défaut aussi, laissez-moi un commentaire pour me dire en fait ce qui manque dans la vidéo et comment vous pensez que je peux l'améliorer. Ok? Alors, dans cette vidéo, nous allons continuer encore notre exploration du langage de programmation C# et nous allons voir une structure de contrôle qu'on appelle les boucles. Précédemment, on a vu les structures de contrôle des conditions, les if, les switch et les structures ternelles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une boucle en programmation? En informatique, en fait, la boucle, c'est une structure de contrôle qui vous permettra de réitérer une instruction ou un bloc d'instruction en fonction qu'une condition soit respectée ou non. Ok? Et comment est-ce que cela fonctionne? Mettons-nous dans un cas assez pratique. Supposons que vous allez à la banque aujourd'hui, vous ouvrez un compte en banque. Ok? Alors, la banque vous doit mettre un passage et voilà, et une clé chiffrée. Un exemple. La clé étant votre identifiant et votre passage, votre mot de passe. Ok? Alors, arrivé chez vous, vous décidez en fait de construire votre solde sur la plateforme en ligne du site web. L'idée, c'est que vous allez voilà, taper sur votre navigateur voilà, l'adresse voilà, de la banque. Ainsi, vous pourrez tout simplement avoir accès à la plateforme. Mais arrivé, évidemment, il va falloir vous identifier. Alors, si vous passez la bonne clé, c'est-à-dire la bonne clé, voilà, votre bon identifiant et le bon mot de passe, évidemment, vous aurez accès à votre panel et ainsi consulter votre solde sans souci. Mais dans le cas où vous allez rentrer des données erronées, c'est-à-dire une clé de chiffrement incorrecte ou un passage incorrect, la banque va vous réitérer en fait la même question et vous demander en fait de rentrer le bon mot de passe et la bonne clé. Ok? Dans ces conditions, en fait, on utilise en fait ce qu'on appelle là une boucle pour réitérer la question tant que l'information reçue ne convient pas en fait à nos attentes. Alors, en C#, il existe plusieurs types de structures de boucle. Alors, on a le while, le do while et aussi la boucle for. Chacune de ces structures ayant son avantage, son cas d'usage et aussi ses limites. Nous allons explorer ça tout à l'heure. Alors, on va commencer déjà par la boucle while. Alors, comme je l'ai dit tantôt, on va simuler le cas tout simplement voilà, d'un compte en banque, mais on va se limiter à la clé. Donc, on va créer une variable qu'on va appeler clé. Ok? Et cette variable, on va l'initialiser à une valeur nulle ici. Donc, on va taper la structure while comme ci. Ok, suivi de deux parenthèses et des accolades. Alors, dans ces parenthèses, on va passer qu'on va appeler un test logique à nouveau. Ok, donc l'idée, c'est qu'on va tester la valeur des clés. Alors, on va dire, est-ce que clé est égal à ça? Si c'est le cas, je veux que tu réitères une instruction ici. Alors, l'instruction qu'on va faire, c'est quoi? On va d'abord afficher un message à l'utilisateur, un console white line. Vous pouvez entrer une clé correcte, deux points. Et là, maintenant, nous allons récupérer la valeur que l'utilisateur va taper dans la console. Alors, on va remplacer la valeur des clés ici par console.readline. On va exécuter. Et là, il affiche cette console. Et vous voyez ce qu'il dit en fait. Il dit, veuillez entrer une clé correcte. Regardez, si vous tapez sur la touche entrée de votre clavier, vous voyez qu'il réitère encore la même phrase, veuillez entrer une clé correcte. Alors, je vais vous expliquer un peu comment est-ce que ce code fonctionne. Il va créer une variable qui va appeler clé. Il va initialiser à une chaîne vide. Donc, cet caractère, la variable ici ne contient absolument aucun caractère, mais son type est défini à string. Ensuite, il va arriver dans cette boucle-ci, le while. Dès qu'il va arriver ici, il va rentrer, il va tester la valeur. Est-ce que clé est égal à une chaîne vide? Effectivement, clé est égal à une chaîne vide. Donc, il va exécuter cette instruction. Donc, il va afficher le message, il va récupérer une instruction, voilà, une information tapée par l'utilisateur en question. Et là, à la sortie, il va revenir encore à ce niveau-là. Donc, dès qu'il va quitter à la ligne 7 ici, il va revenir à la ligne 3. Il va retester à nouveau la valeur de clé. Donc, si là, la valeur qui a été passée ici est toujours vide, effectivement, à ce niveau, il va tester, il va voir en fait que c'est égal à encore une chaîne vide. Et donc là, il va encore entrer dans ce bloc d'instructions, il va exécuter la première ligne, afficher ce message, voilà, notamment, puis il va récupérer une nouvelle valeur d'un client nouveau. Et là, il arrive à la ligne 6 et va revenir à la ligne 3 ici. Il va retester encore la valeur. Donc, tant que la valeur de clé ne sera pas différente d'une chaîne vide, en fait, il va toujours réitérer voilà, ce bloc d'instructions. D'accord? Donc, lorsque vous allez arriver ici,
voilà, et que vous tapez une valeur quelconque, peu importe la valeur, hein, voilà, même un espace ici, et que vous validez, il va quitter. Dès cet instant, la valeur, la condition n'est plus respectée. Donc, à cette partie maintenant, il va retourner false ici. Parce que la valeur de clé n'est plus égale à vide. Il est égal maintenant à espace. D'accord? Donc, il va retourner false ici et il va plus passer à l'intérieur. Donc, ça, c'est l'usage en fait de la boucle while. Maintenant, on va passer à la seconde boucle qui est la boucle do while. La boucle do while, en fait, comment ça fonctionne? En fait, vous allez taper, voilà, le mot-clé do, suivi cette fois-ci d'un bloc d'instruction. Et à la fin de ce bloc d'instruction en question, vous allez taper while et passer tout simplement la condition ou le test logique. Donc, regardez ce qui se passe dans cette boucle ici. C'est carrément pratiquement l'inverse. Et là aussi, n'oubliez pas le point virgule à la fin ici. Donc, c'est la différence entre le while et le do while, puisque là, vous suivez en fait cette instruction avec la partie du while. Donc, il va falloir ici finir en fait avec le point d'interrogation pour éviter les erreurs. Donc, voici un peu la structure du do while. Et là, à ce niveau, regardez ce qui va se passer. Je vais commenter cette ligne. Après, on va revenir sur ça. Je vais vous expliquer un peu, voilà, le cas des boucles infernales. Alors, dans ce cas-ci, en fait, on va effectuer, on va exécuter pratiquement les mêmes instructions, hein. Donc, je vais documenter d'abord la ligne, ok, et je vais dupliquer cette ligne en question. Un CTRL-C, CTRL-V. Bon, je reviens à ce niveau plutôt, je vais coller ça à ce niveau. D'accord. Et là, je vais documenter cette ligne-là. Ok. Donc, à ce niveau, c'est pratiquement la même instruction, hein, rien n'a changé. Voilà. Je vais tabuler ça correctement. Alors, si vous réexécutez ça, regardez ce qui va se passer. Il va nous demander d'entrer une clé correcte ici. D'accord? Et si vous tapez sur Entrée, il va toujours réitérer la question. Et dès l'instant que vous avez tapé une valeur correcte, hein, reste ici, par exemple, il quitte la boucle en fait. D'accord? Alors, la boucle while et la boucle do while a une petite différence que je vais vous expliquer tout à l'heure maintenant. Regardez, si on revient dans cette boucle while ici, supposons que je commande cette ligne ici. D'accord? Et que je documente la ligne de la boucle while. Voilà. D'accord? Alors maintenant, en entrée de jeu ici, la valeur d'essai était déjà faux, était déjà vraie, puisque clé était égale à nul ici. Supposons qu'on met ici en fait une valeur correcte à ce niveau. D'accord? Ok. Donc on dit que cette clé est correcte. Regardez, quand je vais exécuter la ligne, je vais venir ici et je vais mettre un console white line. Voilà, à ce niveau, et je vais faire que after while. D'accord? Pour dire que ce bloc, ce message est affiché directement après la boucle while. Donc, si on exécute ça, regardez ce qui va se passer en même temps, en entrée de jeu, il va mettre after while. Pourquoi est-ce qu'il met after while directement? C'est vraiment parce que en entrée de jeu déjà, la valeur, cette condition n'était pas respectée. Donc, clé égale à une chaîne vide était faux d'avance. Donc, il a automatiquement, il n'est même pas rentré dans ce bloc d'instruction. Donc, il n'a même plus exécuté ces lignes-là et passé directement à la suite ici. D'accord? Alors, maintenant, on va revenir maintenant à la boucle do while et vous allez voir un tout petit peu la différence. Donc, je vais ramener cette ligne vraiment à la fin et je vais dire after do while ici. Ok, bon, j'ai deux while là, c'est bon. Et je vais documenter ce bloc-ci et je vais réexécuter. Regardez ce qui va se passer. En entrée, regardez, il me demande veuillez entrer une clé correcte. Si je tape sur entrée directement, d'accord, normalement, la valeur nulle n'est pas respectée. Si je tape sur entrée, il réitère encore sa question et me dit veuillez entrer une clé correcte. Donc là, si je tape sur reste directement, il exécute et il m'affiche after do while. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? Je vous explique. Lorsqu'on est arrivé en entrée de jeu, le do va exécuter le bloc d'instruction en premier. Peu importe alpha, il exécute d'abord ce bloc d'instruction avant d'effectuer le test. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, dans la première exécution, en fait, on a tapé entrée directement. Donc, on a remplacé cette clé de valeur qui n'était pas vide à la base par une chaîne de caractères vide. Donc, ce qui a poussé, en fait, la boucle à réitérer la question. D'accord? Donc, si on l'exécute, vous allez le voir. En premier, il pose la question parce qu'il va d'abord exécuter ça en entrée de jeu. D'accord? Mais comme dans ce bloc d'instruction, on remplace la valeur de clé par une nouvelle valeur qu'on doit récupérer directement dans la console, la prochaine boucle dépendra de la valeur de clé.
Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Donc, si là, on tape sur entrée, celle-ci on retrouve une valeur nulle, clé sera remplacée, la valeur correcte sera remplacée par la chaîne de caractères vide, en fait. Donc, dès cet instant, il va exécuter maintenant le test après, il verra en fait que la condition est vraie. Donc, il va réitérer encore la boucle à partir du do. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, si vous rentrez une valeur correcte ici, en entrée de jeu ici, il ne va plus exécuter ça une fois. Donc, la différence entre while et do while, c'est tout simplement que la boucle while teste d'abord la valeur avant d'exécuter le bloc d'instruction, là où do while en fait effectue le bloc d'instruction avant de tester la valeur pour la première fois. Donc, do while exécute d'abord le bloc d'instruction avant d'effectuer le test logique. Donc, ce qui fait que peu importe le cas du test, ce bloc ne sera toujours exécuté au moins une fois. Puis la suite dépendra maintenant de la valeur du test. Donc, on va passer à la dernière boucle qui est le for. Alors, la boucle for en fait est souvent assez utilisée pour parcourir en fait voilà une liste d'éléments voilà facilement. Je vais tout simplement créer ici voilà une collection d'éléments. Je sais qu'on n'a pas encore vu vraiment ça, mais bon, je vais créer une variable, une deuxième variable ici. Donc, je vais créer une var que je vais appeler string collect string call, d'accord? Et je vais dire que ceci est une chaîne, d'accord? Et là maintenant, on va utiliser la boucle for. Alors, pour utiliser for, on va créer une variable i à l'intérieur directement des accolades. Bon, je vais suivre toujours la logique toujours. Donc, d'abord, je ferme les accolades. Voilà. Et là, je reviens maintenant dans mes parenthèses pour implémenter cette boucle. Alors, la boucle for a trois grandes parties. On a d'abord une initialisation de variable, une variable compteur, voilà, qui va parcourir en fait les éléments. Donc, regardez, je dis i égale à 0. Donc, j'initialise la variable de i à 0. Peu importe le nom que vous avez donné à la variable, c'est une variable qui sera disponible dans la boucle uniquement et pas à l'extérieur. D'accord? Donc, je dis i égale à 0. Ensuite, je vais faire une condition, la condition à respecter. Donc, je vais dire que si i est inférieur à string call, ok, à string call.length, c'est-à-dire que je vais faire appel à la taille en fait de ma variable string call. Et si c'est le cas, la troisième partie, vous voyez que je sépare ça par des points-virgules. À la troisième partie, je vais plutôt faire maintenant l'implémentation, c'est-à-dire l'incrémentation de cette valeur i. Donc, je vais faire i++. D'accord? Alors, pour expliquer facilement, d'abord, on va créer une variable qu'on va utiliser à l'intérieur pour parcourir notre élément, c'est-à-dire notre chaîne de caractères ici. D'accord? Et cette valeur-là, en fait, on va poser la condition après. Dans quelles conditions est-ce qu'on doit toujours exécuter cette boucle? Tant que cette valeur i sera inférieure à la taille des éléments, puisqu'on veut parcourir les éléments individuellement jusqu'à la fin. Donc, tant qu'il est inférieur à cette taille-ci, on va toujours boucler. Et pourquoi est-ce qu'on doit toujours boucler? Puisqu'on doit évoluer. Puisque si on garde i à 0 continuellement, on sera toujours sur le premier élément, c'est-à-dire ce C-ci en fait. D'accord? Donc, l'idée en fait de la boucle, c'est de parcourir. Donc, pour ça, en fait, on doit incrémenter la valeur à ce niveau, ce ici. Vous voyez un peu. Donc, voici un peu comment ça se passe. Donc, à partir de là, maintenant, ce qu'on fait, c'est simple. On va dire ici que tant que c'est le cas, je veux que tu fasses un console. Voilà, .writeLine de string call de i. Donc, ça, en fait, c'est tout simplement une syntaxe qu'on va voir un peu plus tard quand on va voir les collections. Mais pour l'instant, juste écrivez ça ainsi. L'idée, c'est tout simplement qu'on veut parcourir, en fait, la variable string call. Pour ceux qui ont une notion dans d'autres langages de programmation, voilà, vous savez un peu de quoi je parle. D'accord. Donc, pour les nouveaux, juste écrivez ça. On va juste parcourir les emails. Vous allez voir ce qui va se passer à la fin. Donc, si vous exécutez directement votre application à ce niveau, regardez, il va faire CECI espace EST espace UNE espace CHAINE. Donc, il va parcourir individuellement en fait notre variable, voilà, notre collection, la chaîne de caractères, et va appuyer les éléments individuellement jusqu'à la fin ici. Donc, c'est ça un peu les trois structures de boucle que vous pouvez utiliser dans le langage C#. D'accord? Alors, à ce niveau, regardez, il peut arriver par exemple que vous ne vouliez pas implémenter, voilà, directement le i ici. Vous pouvez tout simplement le supprimer, c'est permis, et venir tout simplement l'implémenter à l'intérieur, genre à la fin, vous faites un i++. Ça va marcher de la même façon. Le moment que i n'a pas toujours la même valeur, il n'y a pas de souci, ça marche en fait. Mais le point virgule ici est obligatoire. Si vous l'enlevez, il peut planter.
Voilà, ouais, il vous dit en fait que ça ne fonctionne pas. Vous mettez le point virgule là, même si vous n'avez pas besoin de ça ici. Donc, à partir de là, on peut dire que déjà que c'est bon. Maintenant, je vais vous expliquer tout simplement ce qu'on appelle là les loop heal, c'est tout simplement l'enfer des boucles. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, le principe des boucles en fait, c'est tout simplement de forcer l'utilisateur en fait à rentrer une valeur qui est correcte ou tout simplement à respecter une certaine condition qu'on a posée. Mais le problème, c'est qu'il va falloir que vous vous assurez qu'à un moment donné, la condition soit respectée pour éviter en fait de boucler indéfiniment. Alors, si vous remplacez ça par true directement, ici, cette boucle en fait n'a jamais de fin. Si vous lancez ça, regardez, peu importe ce que vous allez rentrer, il va toujours poser la même question. Peu importe ce que vous allez rentrer. Parce que il fait toujours les tests et on lui retourne toujours true à ce niveau. Donc, peu importe ce que vous allez rentrer ici, il va retourner toujours la même question. Alors, si vous supprimez habilement ça et que vous réexécutez l'application, donc il va boucler indéfiniment et vous afficher ce message-là. Regardez ça. Voilà. Donc, c'est indéfini, hein, il n'y a pas vraiment de limite. Il va toujours continuer à boucler et à vous afficher toujours le même message jusqu'à la fin. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut vraiment éviter, car plus en fait la console tourne, voilà, dans une boucle infinie, plus en fait il consomme vraiment de la ressource des appareils de vos utilisateurs. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer un peu comment vraiment utiliser le while true dans certains cas, puisque dans certaines conditions, on a besoin de boucler indéfiniment, mais on doit pouvoir contrôler à l'intérieur en fait, voilà, l'arrêt de cette boucle-là grâce aux structures break et continue. Alors maintenant, nous allons faire place à l'exercice. Je vous disais tantôt que j'ai pris de nouvelles résolutions pour cette nouvelle année. Et une des résolutions, c'est qu'à la fin de chaque vidéo, je vais laisser un exercice en rapport avec le contenu qui a été visionné et également les leçons précédentes. Et l'idée, c'est que vous allez traiter l'exercice à votre niveau. Et à la prochaine vidéo, je vais d'abord introduire par la correction de cet exercice avant de poursuivre avec de nouvelles notions. L'idée de l'exercice, en fait, c'est de se rassurer que vous avez bien compris, en fait, la notion qui était abordée dans la vidéo en cours pour plutôt pouvoir bien suivre, en fait, la suite de la formation à l'aise. Alors, l'idée, c'est tout simplement que vous allez créer une boucle dans laquelle vous allez forcer l'utilisateur déjà à rentrer une clé valide. Alors, pour que la clé soit valide déjà, voilà, la clé doit déjà faire au minimum 5 caractères et cette valeur est une valeur aléatoire. Alors, vous devez faire en sorte que cette valeur-là, en fait, soit modifiable. C'est-à-dire que vous ne devez pas coder ça en dur. Créer une variable extérieure et vous allez tout simplement nommer ça comme vous souhaitez. Et laissez que cette variable, en fait, puisse être modifiée et que votre code s'adapte automatiquement à ça. Alors, la deuxième condition pour que la clé soit valide, c'est qu'elle ne doit pas être vide. Les espaces blancs sont considérés comme le vide. Alors, les espaces blancs, voilà, c'est carrément les espaces, les retouches chariot, la tabulation, tout ça, ce sont des espaces blancs. Alors, la troisième condition, en fait, pour que la clé soit valide, c'est tout simplement qu'elle ne doit pas contenir d'espace à l'intérieur. C'est-à-dire que l'utilisateur peut rentrer un minimum de 5 caractères mais il ne doit pas avoir un espace dans ces 5 caractères-là, parce qu'on suppose que c'est tout simplement une clé chiffrée, donc il n'y a pas d'espace comme caractère valide. Alors, essayez de construire cette boucle, voilà, pour que l'utilisateur a rentré une clé valide, c'est-à-dire qu'une clé qui a au moins 5 caractères, et ce nombre-ci, en fait, doit pouvoir être fixé, voilà, par une variable. Ne codez pas ça en dur, d'accord? Ça, c'est tout simplement pour l'exemple. Ensuite, la clé ne peut pas être vide, c'est-à-dire, elle ne doit pas être totalement une chaîne vide ou constituée d'espaces blancs. Et elle ne doit même pas contenir un espace blanc en son sein. Donc, faites vos recherches, essayez de travailler un peu votre logique et mettez en place cette solution. Et dans la prochaine vidéo, je vais d'abord commencer à nous corriger un petit peu cet exercice. Et voilà, vous proposez aussi ma solution que je mets en place pour résoudre ce problème. Cela va nous permettre en fait, de partager un petit peu la façon de penser et la façon de concevoir. Alors, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons parler en fait de l'instruction break et continue pour mieux gérer en fait nos boucles. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao!